Recording is on. Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui continue notre cheminement sur la méthode Silva. Je suis toujours avec Lee et aujourd'hui on va vous parler un petit peu du séminaire d'instructeurs que moi j'ai eu la chance de faire avec Lee la semaine passée, avec Lactar et Daniel. Donc ça on en parlera aussi un peu et on va aussi un moment ou un autre tenter de faire une triangulation avec eux, voire un moment être tous les quatre. Ça sera en anglais, mais on vous fera un petit résumé après. Je pense que ça peut être sympa d'avoir cette notion-là. Alors, première chose, peut-être qu'il y a certains d'entre vous qui ne savaient pas qu'il y a des niveaux, c'est même pas le terme. Il y a un instructorat. On peut devenir instructeur. Ça ne veut pas dire qu'on est meilleur qu'un gradué Silva. Ça, c'est important à prendre en compte. C'est juste, on a une intention d'enseigner le système. Donc, c'est pas comme dans les arts martiaux, genre j'ai un certain niveau, je suis 3e dan et je suis meilleur qu'un ceinture noire. C'est pas vrai. C'est tout le monde est au même niveau, mais il y en a qui souhaitent devenir instructeur, donc instruire la méthode. Et au-dessus de ça, et là encore, je rends ça pyramidal, mais c'est plus pour comprendre administrativement parlant, il y a les directeurs. Donc, on va un peu parler de ça. Et après, il y a l'organisation mère. Donc, les gradués Silva peuvent devenir instructeurs. Première chose qu'on va voir avec Lee, c'est elle, quand est-ce qu'elle a eu l'envie de devenir instructrice, Silva? Quand est-ce que toi, ça t'est venu? En fait, c'est venu au fur et à mesure parce que déjà en 86, on m'a demandé si je pourrais organiser des cours Silva à Paris parce que l'ancien directeur était parti. Donc, moi et Michael se sont occupés d'envoyer des mails, de téléphoner, de prendre des instructions et trouver un instructeur déjà certifié qui parlait quand même français. Okay? Donc, là, on a eu, bien sûr, déjà Édouard Philippe qui était dans le sud de la France, qui est venu à Paris. On a aussi eu la directrice d'Irlande qui parlait parfaitement bien français. Et on a eu la dame dont j'ai parlé, Lisette Ball, qui était une amie personnelle de Michael à Londres, qui était en fait mexicaine, mais polylingue, multilingue, qui parlait aussi très bien français. Donc, j'ai invité ces 3 personnes et puis j'ai dû les re-inviter parce qu'on voulait. Et petit à petit, Michael et moi, on a assisté à beaucoup. Et en fait, il y avait quand même beaucoup de frais. Quelquefois, si le cours n'était pas très grand, on avait juste de l'argent de poche pour en sortir parce qu'il fallait tout diviser. Et Michael et moi se sont dit, mais puisqu'on passe tellement de temps à organiser, on doit être présent, on est totalement impliqué, pourquoi pas devenir quand même instructeur? Ça semblait quand même logique. Et c'est ça qu'on a fait. Mais c'est intéressant qu'on avait des cours, à peu près 20 nouveaux. Le premier cours où moi, j'ai présenté en tant qu'instructrice, tout d'un coup, c'était doublé. Il y en avait 40. Je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que les gens se sont rendus compte, enfin, il y a quelqu'un qui habite sur place à Paris, qui justement va continuer à donner les cours, etc. Mais tout d'un coup, et depuis là, c'était monté vraiment très rapidement. Tu as un peu une idée de savoir combien il y a eu d'instructeurs Silva dans le monde depuis le début de la méthode? Tu as une idée ou pas? Depuis le début, oh mon Dieu, des milliers quand même. Ouais, c'est Parce ça. qu'il y en a beaucoup qui ont enseigné juste pendant quelques années et puis sont arrêtés pour autre chose. Mais waouh, mais vraiment, quand tu considères qu'il y avait, il y avait plus que 100 pays et aux États-Unis, il y avait des dizaines d'instructeurs quand José était en vie, un peu partout aux États-Unis. Donc, j'ai aucune idée. Le problème, c'est qu'on n'a aucune idée non plus de combien de diplômés. C'est ça. Parce qu'il y a eu, apparemment, il y a eu, tout était dans un système informatique et qui est tombé en panne et on a perdu tous les rapports. Donc, c'est pour ça que quand tu dis, il y a des milliers de diplômés dans le monde, on ne sait pas. Alors, ici en France, si,
parce qu'on a toujours gardé les records et la dernière fois que j'ai compté, qui était quand même il y a plusieurs années, il y avait 15 000 diplômés C'est fou. Sylvain en France. On doit avoir au moins 16 000 maintenant, mais Ça, ouais. mais il faut que je compte. Mais, mais, mais ça, c'est assez intéressant. Tu sais, là, je relis donc toutes les newsletters. Effectivement, il y a des moments où il dit bah, on dépasse le million d'apprenants de la méthode. C'est-à-dire qu'il y a certainement plusieurs millions de personnes sur Terre qui Mmh. ont fait les 4 jours de base de la méthode Silva. Il n'y a quand même pas forcément beaucoup de disciplines qui peuvent être aussi carrés sachant que c'est le même cours, parce que c'est ça qui est assez amusant. On pourrait dire oui, mais il y a des millions de personnes qui se sont formées en hypnose, en PNL, etc. Sauf que c'est pas, par exemple, les millions de personnes qui sont formées qu'avec Bendler, dans sa manière de faire, avec son truc. Là, c'est vraiment tout le monde a le même livre de cours Oui, partout dans le monde et au mot à mot. Alors ça c'est un des trucs assez incroyables. C'est-à-dire que un instructeur va instruire la méthode telle qu'elle est proposée par le Silva International au maximum à ce qu'était la méthode Silva au départ. On a pu en parler suffisamment pour dire qu'il y a eu des petits changements, etc. Mais globalement, même toi, avec ton livre de cours de 88, on retrouve les mêmes idées. Parfois, c'est juste la formulation qui a un peu changé, mais la même chose. C'est incroyable de se dire que sur X langues différentes, il y a eu cette recherche de trouver les mêmes mots, la même orientation, sachant que quand on est instructeur, on va lire les cours. c'est ça. Alors On ça est c'est un... formé à lire des textes. On est Exactement. supposé préconditionner, expliquer tout ça, mais le capital du cours, c'est lire les textes comme il faut. Oui. Ça, c'est intéressant. Beaucoup de personnes pourraient se dire, tiens, je veux être instructeur. Bon, bah, je vais balancer ce que je connais de la méthode. Alors que non, là, il y a vraiment un système qui est assez rigide. Il faut clairement le dire. Mais justement, ça fait partie du tout. Et ce qui est intéressant, c'est ce que tu viens de dire. On apprend à lire le texte parce qu'il y a une manière de lire. Alors, ce que je disais pendant le cours, c'est du thermos logos typique de la méthode Silva. Et c'était amusant parce qu'à un moment, on n'était pas nombreux. Elle nous faisait lire le texte et ou pour jauger parce que faut pas être. Moi, j'ai une tendance dans mes sessions d'hypnose à être très dynamique, à faire des variations de voix, etc. Et là, au contraire, on doit être plutôt sur une voix posée. Alors, pas forcément comme on fera en hypnose ericksonienne ou en sophrologie, mais un truc quand même où on est présent, assez calme, un rythme bien spécifique pour que justement il y ait toute cette dynamique qui puisse se faire, ce partage. Et hier, Lee m'a envoyé un article d'autant plus intéressant sur le plus important est de lire et pas d'enregistrer pour passer le cours, même si parfois on peut le faire sur notamment un exercice qui est très long. Mais globalement, José avait vraiment l'intention que ses instructeurs lisent le cours, lisent les textes. Donc, pour les hypnotistes, lisent le script qui a été travaillé mot à mot, d'une certaine façon, avec plein de phrases qui sont en suggestion, plein d'éléments pour approfondir, plein de seeding pour la répétition. Et en fait, c'est ça qui est absolument génial dans le script, c'est qu'il est très très bien construit. Mais ce qui est amusant, c'est vraiment ça, c'est une formation. Tu vois, le mot anglais, faire une lecture, moi j'ai eu du mal pendant un moment, je me dis, mais en fait, c'est faire un cours. Mais pour moi, c'était faire une lecture, vraiment dans le sens Oui, français du mais en terme. anglais, lecture, ça veut dire une présentation orale, tu vois? Ouais, ouais. Mais et pour ça, mais en français, c'est littéralement, on fait une lecture. Tu as Ouais. raison, oui, c'est intéressant, oui, oui. Et tu sais que moi, j'ai eu du mal à capter quand j'achetais des séminaires et tout, et je voyais lecture, je me dis, ah bah le mec, il va me lire il va me lire un cours. Tu vois, j'ai vraiment pendant un moment de me dire, bah non, mais en fait, c'est un cours, tout simplement, c'est une Oui, présentation. oui, oui. Mais moi, je l'ai gardé Lecture, pendant c'est longtemps. simplement l'anglais pour séminaire, finalement. Exactement, c'est exactement ça. Cette notion, toi, justement, d'apprendre à lire. Alors, toi, derrière, tu as un background qui
qui t'a permis d'être une bonne lectrice. Mais est-ce que tu as l'impression qu'il y a des moments dans les séminaires comme ça, qu'il y en a qui vont avoir des difficultés justement à lire de façon sylvatienne des choses, c'est-à-dire avec cette façon spécifique que tu proposes. Tu as déjà vu des personnes qui, bah justement, tu me disais, qui parfois vont faire trop des variations, à vouloir mettre un peu de rythme, etc. Ça, c'est vraiment spécifique. Ça t'avait marqué, toi, quand tu l'avais appris, quand on t'a dit, bah non, lis, il faut que tu lises comme ça les textes. Ça t'a étonné, ça Oui, t'a. j'ai eu des personnes qui avaient déjà développé une certaine habitude. Ils avaient une voix qu'ils utilisaient toujours pour la lecture. Et quelquefois, c'était trop vivante, quelquefois, c'était trop presque mécanique, trop ceci, trop cela. Donc, mais il faut que l'étudiant qui a les yeux fermés a vraiment l'impression que tu lui parles, mais que tu lui parles pas pour l'intéresser. Tu lui parles pour le calmer. OK? C'est pas du tout: «Ah tiens, je vais t'envoyer, blablabla». Parce que justement, une voix qui fait «koutouk, koutouk, 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 koutouk», il ne va pas pouvoir pour moi, la voix, quand on lit un exercice sylvain, c'est pour guider la personne, heu, dans une transe. C'est pas pour les faire «koutoum, koutoum, koutoum, koutoum» et je rappelle avoir entendu d'autres instructeurs et de temps en temps, il dit: «Relax» et c'est vraiment le contraire de Mm, relax. mm, mm, mm. Donc c'est important la voix, oui. Mais tu vois, je trouve qu'il y a un paradoxe qui est intéressant. Souvent, tu mets en avant que on s'ennuie rapidement et donc il faut rapidement changer d'idée, d'image, de concept dans la transe pour justement faire que ce travail de visualisation et ou d'imagination Mmh mh. puisse être constamment sur une espèce de mouvement qui donne de la vie et justement qu'on ne s'endorme pas, qu'on ne se laisse pas aller dans un ennui ou carrément qu'on déconnecte. Or, paradoxalement, je trouve que quand on va avoir cette lecture, cette lecture, on va avoir cette espèce de calme qui justement peut empêcher cette idée-là de se dire, toi, quand tu dis, bon, imaginez cette couleur, cette couleur, cette couleur, cette couleur, ou imaginez-vous dans tel endroit, puis telle chose, telle chose, telle chose, quand tu rythmes, tu as l'impression que tu vas donner à la personne la possibilité d'être justement dans ce phénomène-là. Or, beaucoup de personnes, quand tu es en train de faire ton conditionnement, vont te dire, bah, on sait qu'ils partent en transe, mais tu sens vraiment que c'est une transe où ils sont déconnectés. Ils se souviennent pas trop, ils sont pas vraiment en train d'être présents. Limite, ils s'endorment pas, on le sait, mais ils déconnectent, ils se dissocient tellement que il y a eu la transe. On sait, nous, techniquement parlant, que les suggestions sont quand même pas passées, mais on n'a pas eu une personne la sémantique que j'utiliserais très Silva, mais active, dynamique. Tu vois, alors que on aurait l'impression que si on mettait plus de vie, la personne vivrait les choses davantage. Tu vois, et je trouve que là, il y a une espèce d'opposition et de paradoxe qui est un peu compliqué, avec une voix très monocorde Mmh. pour justement détendre, relâcher, mais cette détente, relaxation risque de faire déconnecter, alors qu'au contraire, nous, ce qu'on veut, c'est que ça soit Oui, actif. oui, oui, je sais et je me rappelle être arrivée à mon premier cours instructeur et tout le monde essayait de mettre dynamisme, intérêt et cetera et José disait: «Non, non, non, il faut que ça soit plus monotone, plus régulière et cetera». Mais mais écoute, toi, tu as maîtrisé quand même ça parce que quand tu as lu ton texte, c'était presque comme tu chuchotais, mais donc c'était pas «goudoum, goudoum, goudoum», mais c'était très calme et en même temps, c'était très intense, hein. Mm. Je disais que c'est un peu ton énergie art martial que tu as pu in injecter un peu dans quelque chose qui c'est très calme. Donc quand on écoute, on n'a aucune envie de s'endormir ou de se déconnecter. On sait qu'on est dans un état très spécial et José Silva avait aussi une façon de parler que oui, c'était monotone, ça faisait somnolent, mais écoute, je vais te donner un exemple. J'avais déjà suivi, au moins une dizaine de fois le cours avec d'autres instructeurs. Il y a un moment, quand on arrive, dans la relaxation profonde, quand on est en train d'établir le niveau 2, qui est la relaxation mentale,
où on parle de 3 scènes. Alors aujourd'hui, on a changé, la deuxième scène, on a changé, mais en fait, le deuxième scène, à l'origine, était une journée à la pêche. Alors, puisqu'il y a très peu de gens aujourd'hui, on dit une journée avec amis, OK. Alors, chaque fois que j'ai entendu, je me suis dit: «Bah, ça n'a rien à voir avec moi, je ne fais pas de la pêche et cetera», donc vide. Quand j'ai fait avec José, pour la toute première et unique fois, j'étais transportée quand j'avais 2 ou 3 ans dans un petit bateau sur la rivière Murray en Australie du Sud avec mon papa qui faisait de la pêche Ouais. et j'ai vu les poissons dans le bateau toujours j'ai entendu le son et tout. Mais c'était une régression spontanée. Ah et je me suis dit: «Tiens, il a dû me mettre en tête là». Mais c'était uniquement avec la voix de José que ça m'est arrivé. Donc c'est intéressant comment, ça a vraiment ça m'a fait vraiment une journée à la pêche qui était un moment de bonheur, d'enfance, de bien-être et cetera. Mais c'était intéressant que c'était la seule et unique fois que j'ai pensé à ça. Ouais, alors pour les personnes qui comprennent un peu l'anglais, écoutez un peu José. Alors en plus, c'est intéressant parce qu'il a son accent mexicain quand il parle anglais, donc ça donne encore un autre timbre de voix. Mais effectivement, quand on l'écoute, moi j'écoute pas mal d'exercices en anglais avec sa voix, et tu te dis, tiens, ouais, effectivement, c'est pas ultra vivant. Alors pour les copains qui font de l'éricksonien, vous pouvez retrouver un peu la manière de parler, mais un petit peu moins. And now you will feel that now. Il y a pas d'excès en fait. Tout se fait Oui. de façon très Moi, fraîche. je trouve ça spooky, on dit en anglais. Ouh, ça fait peur. Ouais, c'est pas Je faux. suis avec toi là. C'est, c'est pas faux. Je sais Alors, exactement ce dont tu parles. mais c'est ça, quoi. Tu vois, moi je vois qui est-ce qui m'avait fait rire comme ça. Paul McKenna. Tu vois, Oh yes, oui, oui, oui. Paul McKenna, c'était au séminaire McKenna et Benler à Londres. Et alors McKenna, en fait, quand il parle, il a une voix assez normale. Et d'un coup, il fait And now I will take my hypnotic voice. So right now, you just listen everything. Et c'est très drôle parce que j'ai beaucoup aimé le fait qu'il montre qu'il prend sa voix hypnotique, mais en même temps, pour moi qui n'aime pas trop ce rythme-là et cette façon de faire, mais c'est très personnel, je ne suis pas fan, mais je sais que j'ai beaucoup de copains en ericksonien qui vont parfois avoir cette modification de voix qui est hyper importante. Et d'ailleurs, il y en a, ils le disent, c'est ta voix hypnotique. Moi, avec les années, j'ai plus de voix hypnotique, je parle normalement. Et parce qu'un jour, j'ai compris que ça n'aidait pas plus. Alors parfois, ça répond pas à certaines notions de certaines personnes qui se disent oui, mais tu parlais super vite. Oui, mais on s'en fiche, ton cerveau, t'inquiète, il a Oh, compris en France. tu connais qui c'est Don Martin? Bah, Don Motine, ouais, bien Et sûr. voilà, il parle plus vite quand il parle fait en hypnose que normal. Ouais, c'est Ah bah, incroyable. Donc, Don, moi j'ai beaucoup aimé. Je me suis acheté pas mal de DVD de lui de cours, etc. Puis j'étais à la NGH, j'ai fait des cours avec lui. Je trouve que ouais, il est bien pour les gens qui angoissent un peu sur la manière de parler et tout. Il a une voix super speed, un peu aiguë. Et au bout du compte, ces séances, elles sont très très bien. Elles passent très bien. Il donne beaucoup. Alors lui, par contre, il donne beaucoup de vie dans son hypnose, mais il part super super vite. Donc la vitesse n'est pas un problème. Mais je trouve que c'est intéressant de voir un côté, on va dire ericksonien, qui parfois est un peu exagéré, même si la plupart des gars, au fur et à mesure, ils ajustent et c'est pas dans le trop. Le côté Silva, qui est en fait monocorde, mais qui tente constamment de te garder en lien avec. Et puis le côté plus hypnose hellmanienne, hypnose plus classique, où on a des variations de voix en fonction du travail qu'on fait. Le thermos logos, un peu qu'on retrouve en sophro, il est assez proche de celui de l'éricksonien aussi. Il est assez voisin. Ce qui est assez étonnant, et moi je suis pas souvent OK avec ça, et je trouve que Silva le conditionnement Silva nous montre
qu'on n'a pas besoin de ça. C'est souvent, on dit, parler à l'expiration, quoi. Donnez votre suggestion à l'expiration de votre partenaire. Ouais, non, mais non, en fait, j'ai pas envie que ma séance, elle dure 10 heures, tu vois. Surtout que s'il commence à être vraiment apaisé, il respire de plus en plus doucement, ça va pas me plaire. Mais je me souviens que moi, il y avait des moments, je faisais, quand je travaillais en sophro, bah, je parlais que quand la personne expirait. Eh ben, tu as intérêt à aller vite, hein, pour donner tes suggestions. Mais là, ça nous donne des éléments qui sont vraiment intéressants. Et chaque méthode donne des retours. Chaque personne a des résultats positifs, hein. Là, ce qui est intéressant, c'est que c'est un conditionnement, une séance d'hétéro-hypnose globale pour une classe d'apprenants qui va après l'utiliser sur eux. Et ça, je trouve que c'est vraiment un élément qui est très, très bien fichu dans le système. C'est vraiment, bah, on enseigne à l'apprenant à devenir autonome. Parce que c'est un des grands points de la méthode, c'est rendre autonome. Alors, ouais, on parlait tout à l'heure de ce que moi j'ai bien aimé juste avant de commencer, puis on a commencé à parler, on s'est dit on va enregistrer avant. Ce que je disais, un des points que j'ai trouvé très intéressant et que on en avait déjà un peu parlé, mais je pense que je ne le conscientisais pas de la même façon, c'est dans la sémantique, Sylvain, on dit aller au niveau de base. D'accord? On va partir sur une méthode qui s'appelle du 3 à 1 pour aller au niveau de base. Et en somme, c'est retourner dans une détente physique, une détente psychique, et puis après, une fois qu'on a associé les deux, hein, comme dans la Hellman, on arrive à un niveau que moi je nommerais un niveau de transe, qui est un niveau de transe. Mais très rapidement, moi j'ai associé ce niveau qu'il nomme niveau de base comme étant égal à alpha. Et souvenez-vous, Lino m'avait dit, et m'avait repris à ce moment-là, elle dit non, ce n'est pas nécessairement le niveau de base, c'est le niveau dans lequel ils peuvent aller. On n'est pas forcément en alpha. Parce qu'on ne peut pas tester à ce moment-là que la personne est en alpha. On ne fait pas de phénomène hypnotique, par exemple, pour savoir, on ne prend pas l'échelle de Harons pour savoir à quel niveau ils sont, etc. etc. Et c'est ce que j'ai trouvé intéressant quand je l'écoutais pendant le cours, c'est de se dire, quoi qu'il arrive, l'apprenant arrive au niveau qui est juste pour lui et qui sera représentatif de ce qu'il estime être la base aujourd'hui de sa compétence, sans forcément devoir aller tester au travers d'une sémantique plus technique ce qu'on appelle des ondes cérébrales qu'on nommerait une fréquence en alpha. Et ça, je trouve que le fait de comprendre qu'on emmène constamment notre apprenant vers de la réussite, c'est-à-dire constamment dire tu es dans la réussite parce que tu es à ton niveau de base et qui est différent du niveau extérieur. D'ailleurs, c'est intéressant. Et qui est juste pour toi, sans mettre la pression à l'apprenant de dire tu dois être en alpha. Et ça, c'est peut-être tu vois, une espèce de confusion que moi j'avais. J'avais l'impression qu'il fallait un petit peu, tu sais, comme en hypnose, se dire il faut descendre la personne au niveau somnambulique. Et bien là, mon idée, c'était de me dire il faut que la personne aille au niveau alpha. Oui, elle y sera quand elle aura les résultats des différents exercices ou des cas, par exemple, on sait qu'automatiquement, elle est en alpha, mais ce n'est pas un prérequis de la méthode. Et c'est là où il y a quelque chose que je trouve de très subtil. Parce que on pourrait se dire, vu que pendant toute la méthode, on est en train de dire le cerveau en alpha, le niveau alpha, on se dit, mais c'est ça le cœur de tout. Alors qu'en fait, c'est le niveau de base qui, très certainement, arrivera à être un alpha constant, mais qui n'est jamais demandé comme étant un prérequis au système. Et ça, je trouve que techniquement, sémantiquement et de la manière dont on l'enseigne, c'est très, très bien pensé. Toi tu avais eu le même... tu avais réussi à faire ce distinguo facilement entre l'alpha et le niveau de base. C'était fluide de ton côté? Oui, absolument. En fait, quelquefois, j'explique carrément sur le schéma là, que quand on arrive au résultat de 3, 2, 1, n'importe où on se trouve, c'est ton niveau de base pour cet exercice. Mais ça va s'approfondir au fur et à mesure qu'on pratique. Mais là, ton niveau de base, je dis pour certains parmi vous qui sont très stressés, c'est peut-être presque bêta. Pour une autre personne
qui est fatigué, peut-être il est somnolent, il va être plutôt vers theta. Et pour d'autres personnes, on va avoir l'effet dauphin, c'est-à-dire on sort, on rentre, doum doum. Mais c'est là où tu te trouves, c'est ton niveau de base que tu peux utiliser justement pour travailler sur des buts, tu peux travailler. Et on dit justement, dans un autre texte que j'ai vu, tu peux travailler de ton centre. Tu es centré à ton niveau de base. Ouais, mais quand tu vois, moi je trouve que c'est assez subtil. Alors pour les personnes là qui ont fait Silva, vous me direz ce que vous ressentez de ça. Parce que est-ce que vous, aujourd'hui, vous percevez ou vous avez associé mon niveau de base égale alpha, mais c'est vrai qu'il y a des jours où je vais être à mon niveau de base et c'est juste ma capacité aujourd'hui. Ça se trouve, je serais plus en θ ou ça se trouve, je serais moins en alpha que d'habitude. Et ça donne une espèce de notion où on se dit, tant que j'arrive à me concentrer, à imaginer, à visualiser et à construire l'ensemble des suggestions qu'il me faut, bah, au bout du compte, je suis OK. Et ce qui revient à ce qu'on disait beaucoup en hypnose, les profondeurs de transe ne sont pas une nécessité, c'est juste des éléments qui assurent un travail plus intéressant. Pourquoi en hellmanien, on cherche à aller au niveau somnambulique? Parce qu'on optimise la potentialité d'acceptation de la suggestion, mais on sait très bien qu'on peut travailler à un niveau léger, un niveau 1 ou un niveau 2 sur l'échelle de Arons, qu'on pourrait avoir des résultats avec certaines personnes, mais ce n'est pas optimum et donc il peut y avoir plus de confusion, de problématiques ou de non-adhésion à la suggestion. C'est pour ça qu'on cherche un niveau. Mais je trouve que c'est intéressant parce que ça nous ramène à cette idée-là de se dire, même quand tu es en auto-hypnose, en méthode Silva, tu n'as pas besoin de te mettre la pression pour te dire je suis en alpha. D'ailleurs, est-ce que tu as une machine qui te le prouve ou est-ce que tu sais faire les différents phénomènes hypnotiques qui pourraient te l'assurer? Et pour autant, tu pourras avoir des résultats. Et de toute façon, même si tu ne l'as pas dans l'instant, ce n'est pas important parce qu'on sait qu'une fois, 2 fois, 3 fois par jour, tu vas répéter ton travail, ce qui te permettra de créer un phénomène d'habituation. Et ce phénomène d'habituation va s'ancrer et la technique des 3-1 désormais peut avoir un sens aussi de se dire je vais au niveau de base ou au bout d'un certain moment un niveau alpha parce que c'est le niveau que j'ai estimé comme étant le niveau de base. Et dès lors, il y a un ensemble d'éléments qui laissent l'apprenant tout le temps dans une espèce de confiance de ce qu'il vit parce qu'il n'y a pas de jugement à ce qu'il vit vu que c'est juste nommé un niveau de base. Ça, je trouve que c'est bien trouvé. C'est subtil parce que tu vois, tu as beau le répéter, moi, je l'avais pas assimilé de cette façon-là. Ah bon? Non, pour moi, j'ai associé la base à l'alpha. OK. Tu vois, je suis C'est le but. Mais j'explique aux gens. Donc, on fait la méthode de 5 à 1 et on dit 3 relaxations physiques, 2 relaxations mentales et 1. On ne dit pas que c'est le niveau alpha. Non. On dit que c'est le niveau de base. Et j'explique. On dit exprès parce que si je dis maintenant tu es à niveau alpha, tu vas demander mais comment est-ce que je peux savoir? Et moi, je vais dire uniquement si tu es attaché à un électroencéphalogramme parce que alpha est mesurable, mais ton niveau de base est subjectif. On ne peut pas le mesurer. Donc, mais si tu es physiquement détendu, mentalement détendu et focalisé sur l'intérieur, c'est-à-dire sur le monde subjectif et pas tout ce qui se passe là-bas, tu es à ton niveau de base et ton niveau de base va être de plus en plus proche chaque fois à la fréquence alpha, mais c'est 2 choses différentes. Ouais. Oui, mais c'est là où on le voit bien sur le tableau avec les différentes couleurs et les différents niveaux. Ça j'ai trouvé que c'était intéressant. Après, j'ai bien aimé aussi quand on a repris l'ensemble des techniques. Je trouve que c'est intéressant de voir sémantiquement ce qui est dit, pourquoi c'est dit à ce moment-là, pourquoi c'est partagé à ce niveau-là, parce que ça permet de mieux comprendre les connexions qu'il y a entre les exercices et ce qui est attendu par l'instructeur, parce que l'instructeur, on a quand même, on va dire, une fenêtre de tir sur l'avant-exercice. En fait, quand on présente l'exercice,
on va pouvoir donner des exemples qu'on a vus, qu'on a entendus, qu'on a testés, que nos apprenants ont déjà appris. Et là, on est assez libre pour exposer cet élément-là, tout en donnant les points clés, mais de toute façon, après, il va y avoir la programmation. Donc, on peut l'emmener de la façon dont on le sent, dont on le ressent. Ça, c'est pas imposé, c'est pas rigide là-dessus, même si on a un ensemble d'éléments qui vont donner du plus. Et le fait, dès lors, de relire les scripts qui vont suivre, ça nous donne aussi une meilleure compréhension technique du système. J'avais, moi, quelques éléments que j'avais notés que je trouvais sympas. Est-ce que tu voulais arrêter après 30 minutes? On est 30, ouais. Alors, hop, on revient dans 2 secondes. Hop. Arrêtez.